Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Messieurs les jurys, je me présente. Shaima Anji, 14 ans, et aujourd'hui je plaide pour un sujet qui me tient très à cœur. C'était mieux avant. Alors, j'imagine déjà votre question, était-ce mieux avant? Alors, je peux vous le confirmer. La cause principale de ma présence et de cette défense aujourd'hui est le fait que nous sommes complètement à l'opposé du c'était mieux, que cela soit dans le respect, le comportement ou encore certains développements de la science. Dans un premier temps, l'utilisation de certaines sources excessives comme le pétrole pour en faire du carburant, du fioul ou encore du gasoil nuit au développement de la planète et favorise le réchauffement climatique. La quantité de dioxyde de carbone libérée dans l'atmosphère a été multipliée par 3 durant ces 10 dernières années. La planète ne pourra sans doute supporter toutes ces charges qui deviennent de plus en plus excessives. Cette pollution est tellement intense qu'elle en devient visible. Par exemple, la Chine supporte dans un nuage de pollution qui recouvre près d'1/10 de la surface du pays. Suite à cela, les hôpitaux ont constaté une influence accrue de patients souffrant d'affections respiratoires. Cette pollution nuit et affecte la santé de la population jusqu'à provoquer certaines maladies qui peuvent parfois être très dangereuses. Dans un second temps, de nombreux métiers ont été remplacés par des intelligences artificielles. Ces robots utilisés à présent presque partout favorisent le chômage. La population mondiale continue de s'inquiéter par rapport à cette situation. Partout sur la planète, des chercheurs travaillent activement à la mise au point et au perfectionnement de machines intelligentes déjà capables de raisonner et d'agir plus vite que nous. Systèmes d'armement, ordinateurs, transport, communication, services à la personne et j'en passe. Dans un avenir de plus en plus proche, l'intelligence artificielle sera présente au quotidien dans la vie. L'avènement de l'intelligence artificielle pourrait plonger plus de 50% de la population mondiale au chômage au cours des 30 prochaines années. Nous approchons d'une époque où les machines pourront surpasser les êtres humains dans presque toutes les tâches. D'après Stephen Hawking, l'intelligence artificielle peut mettre fin à l'humanité. Celui-ci dresse un portrait sombre de l'avenir et dans une de ses citations, n'hésite pas à nous mettre en garde. Je cite: « Je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l'humanité. Une fois que les hommes l'auraient développée, celle-ci décollerait seule et se redéfinirait de plus en plus vite. Les humains, limités par une lente évolution biologique, ne pourraient pas rivaliser et seraient dépassés. Par exemple, dans l'industrie automobile, la robotisation est utilisée en grande partie et celle-ci ne fait que détruire les emplois. De plus, le nombre de robots installés dans l'industrie automobile française a augmenté de 22% en un an pour atteindre 1400 contre 700 au Royaume-Uni. Dans un troisième temps, le respect n'est plus propriétaire chez les jeunes. Les adultes se plaignent depuis toujours du manque de respect de leurs enfants. Le problème semble s'aggraver de génération en génération, mais les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe. Ils ont de mauvaises habitudes. Ils jugent inutile la parole de l'adulte et l'insolence est présente dans notre quotidien. À notre époque, les enfants sont des tyrans, disait Socrate il y a plus de 2000 ans. L'autorité s'est assouplie et l'éducation que portent les enfants envers leurs parents s'aggrave. Les jeunes sont attirés par la drogue, la violence et d'autres choses néfastes pour leur développement. Par exemple, les élèves ne respectent plus leurs professeurs et jugent leurs paroles inutiles. Que cela soit dans les écoles, les collèges ou les lycées, l'insolence prend souvent le dessus. De nombreux adultes témoignent et affirment très souvent que les enfants étaient mieux élevés et plus éduqués auparavant. Les réseaux sociaux portent une très grande influence sur les jeunes. Bagarres, drogue, violence, tout me semble permis et tout circule sur Internet sans aucun problème. Ces choses néfastes et négatives obligent à présent les jeunes à vouloir faire de même. Auparavant, les réseaux sociaux ainsi qu'Internet n'existaient pas, ce qui permettait à de nombreuses personnes de ne pas prendre exemple sur toutes ces choses néfastes. Dans un dernier temps, plus de la moitié des populations d'animaux sauvages ont disparu en seulement 40 ans sur Terre. Une nouvelle preuve de l'extinction massive de la biodiversité scellant notre propre destin. Les espèces n'ont jamais décliné à un rythme si rapide qui aujourd'hui 100 à 1000 fois supérieur que celui calculé au cours des temps géologiques. Les principales causes du déclin de la biodiversité sont la surexploitation et l'agriculture contenant l'élevage. Par exemple, les tortues sont en voie de disparition. En effet, de nombreuses espèces de tortues ne font que disparaître. La destruction de leurs habitats et la négligence humaine sont les causes principales de cette disparition. Il faut savoir que l'humain est en grande partie responsable de toutes ces disparitions. Agriculture intensive, dégradation et imperméabilisation des sols, surpêche, dérèglement climatique, pollution plastique et j'en passe. D'ici quelques années, si l'être humain ne change pas, la biodiversité et la planète seront en danger. C'est un effondrement presque catastrophique
Il faut donc préserver la planète et agir au plus vite. Alors, je pense qu'à présent je vous ai convaincu. Et ainsi pour conclure, après tous les éléments et arguments que je vous ai cités, je pense que vous pouvez me rejoindre et affirmer qu'avec moi, effectivement, c'était mieux avant. Je vous remercie. Bonjour mesdames, messieurs les jurés, ainsi que mes camarades. Je m'appelle Shaynez et j'ai 15 ans. J'ai moins de 10 minutes aujourd'hui pour vous partager mon opinion et vous convaincre. Il n'y a pas très longtemps que ce Joan Norberg a dit « Je rêvais d'une société qui nous aurait ramené quelques siècles en arrière, d'une société en harmonie avec la nature. Je n'avais pas réfléchi à la manière dont les gens vivaient réellement avant la révolution industrielle, sans médicaments ni antibiotiques, sans eau potable, sans nourriture en quantité suffisante, sans électricité ni système sanitaire. J'espérais plutôt cette vie comme une excursion à la campagne. Un des pays sur lesquels je me suis concentrée voyait sa population souffrir de sous-alimentation chronique. Par rapport à la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne, ils étaient plus pauvres, avaient une espérance de vie moindre et une mortalité infantile supérieure. Ce pays, c'était la Suède de mes ancêtres, il y a 150 ans. La vérité, si nous voulions remonter dans le passé, c'est que non, ce n'était pas mieux avant. Pour beaucoup d'entre vous, le bon vieux temps est sûrement déjà passé. Il est déjà passé car avant, des personnages historiques comme Nelson Mandela, Martin Luther King ou encore Johnny Hallyday. Mais laissez-moi vous montrer que non, ce n'était pas mieux avant. Ce n'était pas mieux avant que dans ce avant, il y a eu des guerres, 14-18, 39-45. La fréquence des guerres est à la baisse depuis 1946. Ce n'était pas mieux avant que dans ce avant, il y a eu des dictatures, comme en Allemagne avec Hitler, en Italie avec Mussolini ou encore Staline dans l'ancienne URSS. Dans ce avant, notre belle planète qui est la Terre a connu les premiers bombardements nucléaires à Hiroshima et Nagasaki, ou explosions, ce qui a causé beaucoup de pollution dans le sud-est de l'Asie. Dans ce avant, la médecine n'avait pas toutes les connaissances actuelles. Les personnes mouraient très tôt. La durée moyenne de la vie était de 80 ans en 2015, alors que vers 1850, on pouvait espérer vivre 40 années. La technologie a considérablement évolué. L'avancée des téléphones nous permet de toujours rester en contact avec sa famille et ses amis. La télévision permet d'être toujours au courant de l'actualité dans le monde. Dans un premier temps, je vous montrerai qu'il y a eu des améliorations de vie dans le monde. Les progrès de la science nous permettent de rester plus longtemps en vie. En 1960, 122 enfants sur 1000 meurent dès la naissance, contre 32 sur 1000 en 2017. La principale cause du décès aujourd'hui est l'obésité, le surpoids permanent et le tabagisme. Pratiquement toutes les maladies sont devenues soignables. Un recul spectaculaire de la sous-alimentation. Beaucoup plus de personnes peuvent manger à faim. Nous sommes aujourd'hui à 12,9 de personnes sous-alimentées dans le monde, contre 23,3% au début des années 90. Par ailleurs, on a une amélioration du régime alimentaire moyen, la baisse de la part des céréales, des racines, des tubercules, au profit des fruits, des légumes, des produits d'origine animale et des oléagineux, qui ont respectivement augmenté de 90, 70 et 32%. Mais il n'y a pas qu'en matière de nourriture. Seulement 12% de la population mondiale n'a pas accès à de l'eau potable, contre 24% en 1990. En Afrique subsaharienne,
427 millions de personnes ont obtenu un accès à de l'eau potable, soit en moyenne 45 000 personnes pendant 25 ans. En 2015, seuls 3 pays, l'Angola, la Guinée équatoriale et le Papouasie-Nouvelle-Guinée, avaient une couverture inférieure à 50%, contre 23 pays en 1990. La pauvreté aussi est en recul permanent. On est passé de 42% en 1981 à 10,7% en 2013. En 1966, la moitié de la population mondiale vivait avec moins de $2 par jour, une proportion qui est tombée à 9% en 2017. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous faire remarquer des progrès indéniables dans le monde. La liberté. Mais qu'est-ce que la liberté? La liberté est l'état d'une personne, d'un peuple, qui ne subit pas de contraintes, de soumission, de servitude exercée par une autre personne, par un pouvoir tyrannique ou par une puissance étrangère. C'est aussi l'état d'une personne qui n'est ni prisonnière, ni sous la dépendance de quelqu'un. Les libertés progressent dans le monde. C'est ce qu'affirme une étude menée par l'organisation américaine Freedom House, qui examine chaque année les progrès et les reculs des droits de l'homme dans le monde. Plus de 4 habitants sur 10 vivent dans un pays libre. 2,5 milliards de personnes vivent ainsi dans 86 pays considérés comme totalement libres. Et 1,5 milliard habitent 59 pays partiellement libres. Le résultat n'a jamais été aussi haut. Depuis 10 ans, que 21 pays sont passés d'un gouvernement autoritaire, ne respectant pas les droits de ses citoyens, à un gouvernement où le président est élu par le peuple, et respectant la liberté de ses habitants, c'est-à-dire un gouvernement démocratique. C'est seulement en 1999 que le Mexique d'Amérique centrale, la Croatie d'Europe, le Ghana d'Afrique et le Suriname d'Asie sont devenus libres. Enfin, j'aimerais vous parler d'un sujet qu'on ne parle malheureusement pas assez. L'analphabétisme. L'analphabétisme est l'incapacité ou la difficulté à lire, écrire ou compter, le plus souvent par manque d'apprentissage. Le manque d'apprentissage, car avant l'école était payante. Seuls les plus riches pouvaient y aller. Cependant, la loi Jules Ferry a été votée par la Troisième République, rendant l'école gratuite pour tous en 1881 et devient obligatoire et laïque en 1882. Le nombre d'alphabets dans le monde est passé de 871 millions au cours de la période 1985-1994 à 774 millions 2006. Depuis 1950, l'analphabétisme a nettement diminué dans le monde, et notamment en Afrique, où il est passé de 84% de la population à seulement 39%. En Asie, le taux est tombé de 63 à 25%. De 42 à 12% en Amérique du Sud et les îles des Caraïbes, et de 7 à 1% dans le reste du monde. Étant donné les arguments que je viens de vous dire, l'amélioration des conditions de vie, les progrès des libertés et le recul de l'analphabétisme, non. Ce n'était pas mieux avant. Et je tiens à revenir sur une phrase que Benjamin Franklin a dite en 1783. Le progrès de la connaissance humaine sera rapide, et l'homme fera des découvertes que nous pouvons imaginer à présent. J'en viens même à regretter d'être né si tôt, puisque je n'aurai pas le bonheur de savoir ce qu'on sera dans un siècle. Merci de m'avoir écouté. Le discours, puis Yann. Bon.
Mesdames, Messieurs, les membres du jury, bonjour. Aujourd'hui, jeudi 28 mars, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, le respect. C'est un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Pour moi, cela est très important. D'une part, dans la vie de tous les jours, pendant le jardin d'emploi par exemple. Il est aussi important au niveau du relationnel. Mais, d'après vous, le respect est-il toujours présent? Eh bien, aujourd'hui, je vais tenter de vous répondre, vous donnant mes idées, mes arguments, et peut-être changer, ou alors encore mieux, de réfléchir. Vous savez, ce matin, pour me rendre au collège, j'ai aperçu une personne âgée en train de marcher avec sa canne. En face, un adolescent surgit et la bouscule malencontreusement. Il ne se retourne même pas. Pas un regard, rien. Ce qui m'a particulièrement montré. Vous trouvez ça normal, vous, que la valeur du respect puisse disparaître? Vous trouvez ça normal que plus le temps passe, plus le respect s'efface? Je m'appelle Boudra Maïba et je suis très heureuse d'être là devant vous. Eh bien, il me semble que le respect est mort. Et oui, malheureusement. Prenons le cas de la vie de tous les jours. Par exemple, avec la grossièreté, qui n'était pas tolérée à l'époque. Tandis que maintenant, elle est beaucoup plus fréquente. Le langage des jeunes est de plus en plus vulgaire, et cela semble normal pour la plupart des gens. Regardez, tout le monde peut le constater. Il suffit de sortir dehors et seulement écouter. L'autre jour, pendant que j'étais en train de faire mes magasins, j'entendis un enfant, âgé de pas plus de 3 ans, en train d'insulter ses parents, tout ça parce qu'il n'avait pas eu ce qu'il voulait. Vous rendez-vous compte que cela touche également les plus jeunes? C'est triste quand on y pense, et on n'imagine même pas comment cela deviendra quand ça évoluera. J'ai également l'exemple des personnes âgées. Dans notre passé, les personnes âgées étaient sans aucun doute beaucoup plus respectées que maintenant, notamment avec les jeunes, qui aujourd'hui ne se rendent pas forcément compte de leur passé. Avant, ces personnes étaient considérées comme des sages, avec un grand savoir qu'il fallait écouter et respecter. Dites-moi, combien de fois avez-vous laissé votre place dans le bus pour l'une d'elles? Combien de fois les avez-vous aidés, ne serait-ce que pour les courses, ou quelque chose comme cela? Bon, maintenant, cessons de parler des personnes âgées. On va un peu parler de nous. Nous, cette jeune génération. Avez-vous l'impression de prendre soin de vous? Vous respectez, vous-même? N'est-il pas important de se respecter soi-même avant de respecter les autres sur vous? Je pense que c'est dans ce sens-là que nous devons réfléchir. Comme disait Balzac, en 1830, on respecte un homme qui se respecte lui-même. Eh bien, même si M. Balzac est un homme du 19e siècle, moi, Boudra Maïba du 21e siècle, je suis tout à fait d'accord avec lui. Le respect de soi implique d'honorer son âme. Cela signifie que vous devez parler et agir avec un niveau d'honnêteté et d'intégrité. C'est-à-dire que vous devez affirmer vos croyances. Vous n'avez pas à convaincre les autres de partager celles-ci et agir d'une manière qui reflète vos valeurs. Pour la plupart d'entre vous, vous critiquez les autres parce qu'ils ne vivent pas avec un système de valeurs que vous considérez comme juste. Mais en y regardant de plus près, vous ne vivez peut-être même pas ainsi vous-même. Vous connaissez certainement des personnes qui donnent toujours aux autres les meilleurs conseils, mais qui ne les suivent point. Le respect de soi demande d'agir suivant ses propres valeurs et de croire en ce que l'on dit. À quoi bon vivre si on ne se respecte pas soi-même? Car l'homme, sans honneur, amour propre et respect, n'est pas digne d'être humain. J'espère de ne pas vous avoir choqué, mais
Cette idée est très importante à mes yeux. Pour conclure, d'après moi, le respect est mort. Comme le dit le poète français Pierre-Claude Victor Boisse en 1843, le respect, l'estime, l'attachement s'acquiert et ne se commande pas. Regardez, effectivement, le respect ne se commande pas, il s'acquiert. Mais apparemment, il a du mal à s'acquérir. Les humains veulent absolument tout commander. Alors, comment pourrait-il y en avoir? Regardez, les militaires, les hommes politiques, ils commandent bien pour nous. Les humains ont soif d'omnipotence et de gloire. Cependant, à cela se confondent les limites de la société normalisée. Nous sommes donc nous pas subordonnés à la volonté des politiques qui nous gouvernent. Tout comme la hiérarchie élémentaire qui empêche toute cohabitation entre l'eau et le feu. Le respect peut difficilement se faire une place entre la volonté de chaque homme, qui respectivement aspire à commander son prochain. Sur ces paroles, je vous remercie de m'avoir écouté. D'abord, bonjour, chers jurys, chers élèves. Je me présente face à vous pour vous parler du respect, parce que j'estime que c'est l'une des valeurs les plus importantes à acquérir. Mais tout d'abord, avant de m'exposer mes arguments, j'aimerais vous poser une question très simple. Qu'est-ce que le respect? Selon moi, le respect, c'est un sentiment de considération envers quelqu'un ou quelque chose d'ailleurs. On peut prendre comme exemple, par exemple, le racisme, les inégalités hommes-femmes, ou alors même le respect des enfants. Et pour commencer, je vais prendre justement un de ces cas. Je vais prendre le racisme, mais pas n'importe quelle période de racisme. Je vais prendre un cas bien précis, celui de l'Afrique du Sud durant le XXe siècle. Ne pas sans savoir que les personnes de couleur, durant cette période, étaient méprisées par le gouvernement nommé l'apartheid. Vous vous rendez compte que les personnes de couleur étaient interdites à certains parcs, même bancs publics, juste sous prétexte qu'elles aient une couleur de peau différente? Vous vous rendez compte qu'il était interdit de marcher sur l'ombre d'un blanc sous prétexte qu'on avait une peau de couleur? Est-ce que vous trouvez ça normal? Je ne pense pas. Mais pour appuyer cela, je vais citer justement une personne qui s'est battue durant cette période, nommée Nelson Mandela, qui dit « La plus grande gloire n'est pas de jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. » Et à travers cette citation, Mandela rappelle très bien que ce n'est pas une valeur qui tombe du ciel comme ça, mais c'est une valeur pour laquelle il faut se battre et que l'on acquérit. Et c'est ce que ce peuple a réussi à faire. Mais malheureusement, la couleur de peau n'est pas la seule chose que l'homme a trouvée pour mépriser certaines personnes. Le sexe intervient aussi dans cette catégorie. Même aujourd'hui, on peut se rendre compte des différences de salaire à compétences égales que les femmes ont envers les hommes. Certains métiers nous paraissent impensables que les femmes les exécutent, comme par exemple chef de chantier, conductrice de grue. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? La guerre de 100 ans, je vous rappelle, a été en quelque sorte due à cette inégalité. Mais après, on fait comme si elle était bien depuis le Moyen-Âge, justement, alors que c'est en 1946 que c'est tout à une nouvelle page. Mais dans ce cas très précis, peut-on dire que le respect est mort alors qu'il n'est jamais né? Et pour terminer cet argument, j'aimerais citer Gandhi qui dit « Appeler les femmes sexe faible est une diffamation. C'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient à la femme. »
Comme dernier argument, j'aimerais vous parler du respect des enfants. Sachez que plus de 168 millions d'enfants dans le monde sont condamnés au travail forcé, dans des mines par exemple. Mais pas que, comme il y a des choses beaucoup plus graves, entre guillemets. Ils peuvent être condamnés à l'esclavage, comme prostitués, vente de drogue ou de crimes, ou même devenir soldats. Mais ceci n'est pas une fatalité. Sachez que, par exemple, au Burkina Faso, les enfants sont exploités dans des mines d'or. Mais comme solution, l'UNICEF a trouvé, exécute un plan qu'il appelle Kit de ressources sociales et de services, qui a sauvé déjà plus de 15 000 enfants. Et donc, à travers ce dernier argument, que je pense que le respect n'est pas mort, justement, mais qu'il est en progrès. Et pour terminer ma présentation, j'aimerais conclure sur, encore une fois, une citation de Gandhi, qui dit « La haine tue toujours, l'amour et le respect ne meurent jamais ». Merci de m'avoir écouté. L'heure est grave. Passent les jours, passent les semaines, passent les mois, passent les années, sans que personne ne se rende compte d'une chose, qu'on fonce tout droit dans un mur. Mesdames, messieurs, je m'appelle Amine et je vais vous prouver que c'était mieux avant. C'était mieux avant car il n'y avait pas de camions ni de voitures et donc la Terre était moins menacée par le réchauffement climatique et la pollution. Et cela leur était bénéfique car ils ne mettaient pas la Terre en danger. Mais pour ne pas mettre la Terre en danger, ils avaient des camions, des charrettes, des chevaux. Et par exemple, ces chevaux servaient à produire des besoins via le feu. On peut donc voir que leur système de circulation actuel est mauvais alors que le leur était très bon. Et c'est donc une raison pour laquelle on fonce tout droit dans un mur. On fonce également tout droit dans un mur car le taux de pauvreté est en constante évolution. En France, 8,8 millions de personnes sont pauvres. C'est beaucoup. Dans le monde, 17,3% des Européens, soit 87 millions de personnes, sont pauvres. C'est stratosphérique. Cette pauvreté est due au chômage, car il manque du travail. Mais ce manque du travail est dû au chômage, bien évidemment. Mais ce n'est pas dû qu'à cause du chômage, cette pauvreté, mais également à cause des euros. Vous voyez ces pièces, ces billets, qui vous procurent tant de joie quand on vous les donne. Et bien, ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils cachent plus de choses que ce que vous le croyez. Et ces choses-là sont le mal. En effet, le passage des francs à l'euro a tout simplement fait flamber les prix. Prenons l'exemple du croissant. À l'époque des francs, il coûtait 4 francs. Avec le passage du franc à l'euro, il coûte 1 euro. Et 1 euro fait 7 francs. On peut donc voir que les prix ont quasiment doublé et c'est une raison pour laquelle on fonce tout droit dans un mur. On fonce également tout droit dans un mur car avant, la technologie n'était pas si dangereuse, alors qu'actuellement, elle prend le dessus sur la planète. Les intelligences artificielles sont de plus en plus utilisées, les hackers sont de plus en plus présents, sachant qu'ils sont dangereux, et les robots, qui sont construits progressivement et massivement, mettent en péril les vies sociales, car les gens se plantent chez eux, n'ont plus de travail, ils font moins de connaissances, vu qu'ils sont remplacés par les robots. Mais les vies sociales ne sont pas mises en péril que par les robots, elles sont également mises en péril par les réseaux sociaux. En effet, à cause des réseaux sociaux, les gens ne parlent plus en face à face, se remontent chez eux, passent plus de temps sur leur téléphone et deviennent accros. Alors qu'avant, les gens étaient plus proches de leur famille, de leurs amis. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Mais les réseaux sociaux ne sont pas source également que d'addiction, mais également de cyberharcèlement et d'harcèlement. Dans le monde, écoutez bien,
286 millions de personnes sont victimes de toute forme de harcèlement. Oui, vous avez bien entendu, 286 millions. C'est énorme. Et je peux donc vous confirmer qu'on fonce tout droit dans un mur. Sérieusement, aimeriez-vous voir les gens continuer à conduire notre planète tout droit dans un mur? Aimeriez-vous voir notre future génération subir nos erreurs commises? Avez-vous pensé à l'image que nous allons leur envoyer? À cette image de gens aux actes immoraux? À cette image de gens égoïstes? À cette image de gens inconscients? Et à cette image de gens qui ont détruit la planète? J'ai une question. Aimeriez-vous vraiment qu'on vous colle cette image? Mesdames, messieurs, je m'en vais et je vous laisse réfléchir. J'avais, comme jamais avant vu, à nous, le visage de la haine. Les hommes de ma génération ont eu souvent l'occasion de la rencontrer. Mais la haine furieuse fait peur. Je revoyais les poings levés, les rectus de la foule qui traînait une petite fille tondue que deux hommes, glorieux et armés, entraînaient dans les rues de la ville. Parce qu'elle était une fille à boche. C'étaient ces hommes et les spectateurs qui étaient à ce moment ignobles à voir. La haine d'ailleurs rend toujours au pire criminel une dignité inattendue. On oublie souvent le coupable pour ne plus voir que l'être traqué et misérable. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Ariel et je me trouve face à vous maintenant pour défendre le fait que non, ce n'était pas mieux avant. Vous allez sûrement me dire, mais quel est le rapport entre le récit que je viens de vous présenter et mon sujet? Comme vous avez pu le constater, ce passage parle de racisme et de discrimination envers une jeune fille d'un soldat allemand, car le racisme et la discrimination étaient l'un des nombreux sujets auxquels étaient confrontés les gens d'autrefois. Par exemple, si on reste sur le même sujet, qui est le racisme et la discrimination, remettons-nous dans un contexte historique dans les années 50 à 60, lors des mouvements afro-américains des droits civiques qui visaient à établir une réelle égalité des droits civiques pour les Noirs. Et c'est ce long combat qui a permis aux Nord-Américains d'être libres aujourd'hui. Car tout cela a débuté lorsqu'une femme noire a refusé de céder sa place à un homme blanc dans un bus. Elle se nommait Rosa Parks, et cet acte de courage qui lui a valu une arrestation. Mais ce n'est pas la seule à s'être battue pour ses droits car sa couleur dérangeait. Il y eut d'autres grandes figures historiques qui se battaient pour les mêmes causes, telles que Nelson Mandela et un autre grand défenseur des droits afro-américains, tels que Martin Luther King. Mais aussi des femmes qui se battaient elles aussi pour leurs droits, ces mêmes droits privés parce qu'elles étaient des femmes. Telles que Malala, qui a seulement 17 ans, gagnait un prix Nobel de la paix, après 6 années de lutte contre les talibans et en faveur de l'éducation des filles au Pakistan. Ou George Sand, qui eut eu un rôle important dans l'émancipation des femmes, en les incitant d'être qui elles veulent être, en s'habillant tels que des hommes par exemple. Car il faut le préciser, la femme était interdit pour elle de porter des pantalons. Vous ne trouvez pas ça ridicule? Qu'une femme, car elle n'était pas l'égale d'un homme, ne pouvait pas mettre les mêmes habits que lui? Aussi, elle fut la première à défendre le fait qu'une femme puisse avoir un autre objectif dans la vie que le mariage. Toutes ces grandes figures de notre histoire se battaient pour leurs droits, car ils étaient jugés inférieurs et différents. Pour vous, que veut dire être différent? Trouvez-vous que ce soit une bonne ou mauvaise chose de l'être? Pour moi, être différent est une force que personne ne pourra nous enlever. Car notre différence est notre identité. Sans elle, nous serions madame et monsieur tout le monde. Le monde serait tellement triste, car il serait un monde sans vie. Donc, vous ne trouvez pas ça injuste et horrible que par votre identité, donc votre couleur, vos origines, vos opinions, votre religion et vos idées ou votre handicap, vous soyez considérés comme inférieurs?
que vos envies, vos rêves, vos projets ne soient pas pris en compte. Ici, nous sommes tous fils et filles, petits-fils et petites-filles d'immigrés. Imaginez un instant que ce soit vous, un être cher, un de vos parents, qui est à subir toutes ces atrocités. Dites-vous que c'est ce que vivaient des millions de personnes à travers le monde chaque jour, durant des siècles et des siècles. Et que parce qu'ils étaient noirs, femmes, pauvres, d'une religion, culture différente, ils vivaient dans la peur constante de mourir. De ne pas pouvoir réaliser leurs rêves et tout simplement vivre une vie normale et égale. Mais ça ne touchait pas que les adultes, les enfants aussi souffraient. Ils étaient mal instruits, ou pas du tout, vivaient dans des conditions horribles parce qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens et ressources. Ils étaient privés de soins, manquaient d'hygiène, ce qui leur coûtait leur vie, sachant que la principale cause de mort, avant, était la maladie. Mais aussi par le manque de progrès technologique, qui était la plus grosse faiblesse de la société d'avant. Et cela dans tous les domaines, tels que la santé, les arts, les moyens de transport, l'électricité, la communication. Prenons un de ces domaines, la communication. Avant, pour correspondre avec une personne, seul moyen possible était les lettres par pigeon voyageur ou les facteurs, plus communément appelés autrefois messagers. Les lettres mettaient des jours à venir, des semaines, alors que si l'on compare à aujourd'hui, avec un simple petit boîtier électronique, tous pouvons correspondre avec n'importe qui à travers le monde, rapidement, parler à travers une caméra, même s'il se trouve à l'autre bout du continent. Mais aussi, pour s'instruire et apprendre de nouvelles choses, plus besoin d'aller à la bibliothèque. Internet est là, et ça a révolutionné notre monde. Maintenant, prenons un autre domaine, l'électricité. Aujourd'hui, que serions-nous sans électricité? Dites-moi. Pouvez-vous vous imaginer vivre dans un monde sans lumière? Non, n'est-ce pas? C'est difficile à imaginer. Comment ferions-nous la nuit pour manger? Imaginez-vous le repas dans le noir. Oui, certes, il y avait les bougies, mais celles-ci ne duraient pas éternellement, et ça coûtait cher. Mais aussi, encore bien pire, ne plus pouvoir naviguer sur Internet ou regarder la télé. Pour s'occuper l'esprit, ne pouvant pratiquer aucune activité artistique, par exemple. Dessiner, peindre, sculpter, être le soir, dans un silence constant, vous ennuyant, attendant avec impatience que le jour se lève, pour vivre. Voilà, je conclus aujourd'hui avec cette énième raison pour défendre le fait que non, ce n'était pas mieux avant. Que nous devons nous estimer heureux de vivre dans l'ère dans laquelle nous vivons, où la moitié de nos problèmes peuvent être résolus. Que le sexisme, le racisme, la discrimination, l'homophobie sont en voie de disparition. Cependant, c'est vrai, je ne dis pas que nous n'avons pas de progrès à faire, bien au contraire. Et ça, dans tous les domaines, tels que morale, technologique, social, médecine, art et politique. Mais que nous avons fait du chemin afin de rendre un monde meilleur pour les futures générations et citoyens de demain. Certes, à travers le monde, il y a encore du racisme, de la pauvreté, des préjugés. Mais moi, je m'estime heureuse de vivre dans un monde où je suis acceptée telle que je suis, que je n'ai pas à mourir pour ma différence, physique ou morale, que ma famille n'ait pas à s'inquiéter de mourir demain, pour qui ils sont et qui ils voudront être. Et surtout, de vivre dans une époque où tout est possible, avec de la volonté, de l'ambition, de l'espoir, de l'optimisme et des rêves. Que dans un futur proche, je l'espère, nous pourrons éradiquer les misères du monde, telles que la maladie, comme le sida ou le cancer, que nous pourrons avoir accès à des technologies futuristes, comme voyager dans le temps ou avoir des voitures volantes. Je ne sais pas. Mais ce que je sais en revanche, c'est que nous devons toujours être gratifiants de ce que l'on a, d'être fiers de qui nous sommes et de surtout de ne pas oublier d'où nous venons. N'êtes-vous pas gratifiant et heureux de vivre dans l'ère dans laquelle nous vivons? En tout cas, moi, oui. Voilà pourquoi ce n'était pas mieux avant. Car demain a mieux à nous offrir qu'hier. Je vous remercie chaleureusement de m'avoir fait l'honneur de m'avoir écouté. Merci.